C'est la saison des impôts et comme chaque année, 2025 apporte son lot de changements. Loi de finances, durcissement des règles pour les bailleurs et d'autres petites surprises. Cette vidéo vous donnera toutes les clés pour optimiser votre situation fiscale en 2025, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise. L'objectif, c'est d'être sûr de ne pas payer un centime de trop. Dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur l'impôt sur le revenu, mais gardez en tête qu'il ne représente qu'une partie du puzzle fiscal français. D'ailleurs, si vous exercez en profession libérale, en freelance ou encore si vous êtes chef d'entreprise, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où nous aborderons les stratégies spécifiques qui vous concernent. Le calcul de l'impôt sur le revenu peut paraître complexe. Afin de le clarifier, prenons un exemple. Ça, c'est votre fiche de paye. Vous avez négocié 35 000 € de salaire annuel brut, soit 2 917 € par mois. Est-ce que vous allez toucher cette somme? Non, car c'est votre revenu brut. Sur ce montant, entre 22 et 25% sont prélevés pour vos cotisations sociales. Vous savez, c'est toutes les lignes un peu incompréhensibles qui figurent sur votre fiche de paye. Le taux exact dépend de plusieurs facteurs. Votre statut professionnel, les accords d'entreprise de votre employeur, votre secteur d'activité ou encore la situation géographique. Ces cotisations financent la sécurité sociale, votre retraite, l'assurance chômage et d'autres prestations sociales. Pour un taux moyen de 23%, il vous restera donc un salaire net social de 26 950 € par an. Mais ce n'est pas encore votre revenu imposable, c'est votre revenu net avant impôt. L'État considère que 10% de cette somme est dépensée pour vos besoins professionnels. On peut par exemple citer le transport ou encore les repas. Après cet abattement forfaitaire automatiquement appliqué, vous obtenez enfin votre revenu net imposable, aussi appelé RNI. C'est sur celui-ci que vous allez payer vos impôts. Dans notre cas, cela correspond à 24 255 € par an. En France, l'impôt sur le revenu suit un barème progressif et tient compte de votre situation familiale. Celle-ci va s'exprimer via le système du quotient familial. Un couple marié ou pacsé bénéficie de 2 parts. Chaque enfant ajoute 0,5 part ou une part à partir du 3e enfant. Dans notre exemple, vous êtes célibataire sans enfant, ce qui vous donne donc droit à une seule part fiscale. En 2025, du 1er euro jusqu'à 11 497 €, vous ne payez rien. De 11 497 € à 29 315 €, vous payez 11%. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez gagner moins de 11 497 € pour ne pas être imposé. Cela signifie que les 11 497 € de votre revenu imposable ne sont pas imposés. Vous payez des impôts sur le reste. Dans notre exemple, vous payez 11% d'impôts sur 12 758 €, soit 1 403 € d'impôts annuels. Cela représente un taux moyen d'imposition de 5,8% de votre revenu imposable ou un taux marginal de 11%. Ce taux marginal correspond à la tranche la plus élevée à laquelle vous êtes imposé. Il va être important pour la suite. Il vous reste donc, dans votre poche, 22 852 € par an net d'impôts. Depuis 2019, l'impôt est prélevé directement à la source. L'administration fiscale communique votre taux à votre employeur qui retire directement vos impôts de votre salaire. À noter qu'il est tout à fait possible de ne pas partager de taux personnalisé avec votre employeur. Dans ce cas, ce dernier utilisera un taux neutre. Chaque mois, vous verrez sur votre fiche de paye la ligne prélèvement à la source qui indique un montant de 116,95 € dans notre cas. Le prélèvement à la source a apporté une véritable simplification pour les contribuables tout en améliorant considérablement le taux de recouvrement qui atteint désormais 99,1%. Autrement dit, l'État a augmenté ses recettes fiscales sans avoir besoin d'augmenter les taux, c'est magique. Quand vous recevez votre salaire mensuel, vous n'avez plus rien à payer. Alors vous me direz, à quoi bon continuer à déclarer manuellement ces impôts une fois par an? Si la déclaration existe toujours, c'est pour faire le solde en fin d'année. Votre salaire peut fortement augmenter durant l'année, ou bien vous pouvez aussi perdre votre emploi. De plus, il n'existe pas uniquement des revenus du travail, vous pouvez également percevoir des dividendes, toucher des loyers, ou encore réaliser des plus-values sur vos investissements. Mais cette déclaration, elle permet aussi de faire valoir vos droits à certaines déductions, réductions ou encore crédits d'impôt qui n'ont pas été pris en compte dans votre taux personnalisé. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. En tant que salarié, vous n'avez pas énormément d'options pour optimiser vos impôts. En France, il y a 470 niches fiscales, c'est un record mondial. Mais attention, comme on dit, dans chaque niche, il y a un chien. Autrement dit, rien n'est gratuit. Dans cette section, je vais vous partager uniquement les optimisations qui vous seront réellement utiles. La première étape, c'est de comprendre la distinction entre déduction, réduction et crédit d'impôt. La déduction fiscale, c'est une somme qui vient directement réduire votre revenu imposable.
Vous pouvez par exemple choisir de vous mettre au régime des frais réels si vous estimez que vos dépenses professionnelles dépassent l'abattement forfaitaire de 10% dont je vous parlais un peu plus tôt. Mais attention, il faut pouvoir justifier de chaque dépense en cas de contrôle fiscal. Vous pouvez également obtenir des déductions si vous êtes en télétravail ou si vous avez encore des enfants. Mais ce sont des cas spécifiques. La meilleure déduction fiscale, à mon sens, c'est le PER, le plan épargne retraite. C'est la seule déduction qui vous permet de réduire votre assiette imposable tout en capitalisant pour votre retraite. Plus vous êtes imposé, plus le PER devient intéressant. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, chaque 1 000 € versés sur votre PER vous fait économiser 300 € d'impôt. À 41%, c'est 410 €. À 45%, c'est 450 €. Attention, ce cadeau de l'État n'est pas gratuit. Certes, l'État vous incite à capitaliser pour votre retraite en vous offrant un avantage fiscal immédiat, mais il y a une contrepartie. Cet argent sera bloqué jusqu'à votre retraite, sauf cas exceptionnels comme un achat de résidence principale, le décès de votre conjoint ou encore une invalidité. Le véritable intérêt réside dans l'écart d'imposition entre aujourd'hui et le moment de votre retraite. L'idéal est d'être fortement imposé maintenant et d'anticiper une grosse baisse des revenus au moment de la retraite. Avec ce schéma, vous déduisez aujourd'hui à une tranche marginale élevée et puis vous êtes imposé demain à un taux bien plus faible. Pour cette raison, si votre TMI est inférieur à 30%, l'attrait du PER diminue considérablement, voire disparaît. Si vous êtes déjà faiblement imposé aujourd'hui, vous risquez d'être taxé au même taux à la sortie, ce qui annule l'intérêt fiscal du dispositif et en plus, vos fonds sont bloqués. Attention, vos versements sont limités à 10% de vos revenus en année N-1 dans la limite d'un plafond annuel. C'est une contrainte à prendre en compte dans votre stratégie. Pour tous les détails sur le fonctionnement du PER, les différentes formules disponibles, les stratégies optimales et surtout les pièges à éviter, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée au sujet juste ici. Autre bonne nouvelle, ce dispositif n'est pas uniquement réservé aux salariés, les professions libérales et chefs d'entreprise peuvent également en bénéficier. Gardez toutefois un œil attentif sur les frais qui peuvent sérieusement éroder votre rendement sur le long terme. Passons maintenant à la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, elle vient directement diminuer votre impôt. Si vous devez 2 000 € d'impôt et que vous avez une réduction de 1 000 € d'impôt, eh bien vous ne paierez que 1 000 € d'impôt. Imaginons qu'une cause vous tient à cœur. Les dons caritatifs que vous ferez à cette cause vous ouvrent le droit à une réduction d'impôt oscillant entre 66% et 75% en fonction de l'association choisie. Mais au final, vous dépensez tout de même plus que vous n'économisez. Le dispositif Madelin vous permet d'investir dans des PME françaises non cotées et d'obtenir une réduction allant de 18% à 25% de la somme investie. Mais c'est un investissement extrêmement risqué et vous risquez de perdre 100% de votre mise initiale. Dans ce cas-là, la réduction d'impôt sera évidemment annulée. Le dispositif Girardin vous permet de financer des projets en Outre-mer et d'obtenir une réduction d'impôt supérieure à votre investissement un an plus tard. Encore une fois, cela semble alléchant, mais dans la pratique, le milieu pullule d'arnaques et le redressement fiscal est un risque véritable. Il faut donc choisir les bons partenaires et les bons projets. Enfin, des dispositifs comme le Malraux ou le De Normandie vous permettent d'investir dans l'immobilier ancien afin de bénéficier une nouvelle fois d'une réduction. Mais attention, vous risquez encore une fois de perdre au change parce que les coûts de rénovation sont généralement très élevés, les loyers plafonnés et les prix franchement gonflés. Les seuls qui gagnent dans l'histoire, généralement, c'est les conseillers qui vous vendent ces produits. En bref, le refrain est toujours le même, dans chaque niche se cache un chien. Rien n'est gratuit. Enfin, parlons du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un remboursement d'impôt. Imaginons que vous avez un crédit d'impôt de 800 € et que vous devez rien payer en termes d'impôt. Eh bien, bonne nouvelle, l'État va vous rembourser ces 800 €. Si vous employez un service de ménage, de garde d'enfants ou encore de soutien scolaire, vous obtiendrez un crédit d'impôt pour emploi à domicile. Si vous vous lancez dans des travaux pour rehausser le diagnostic de performance énergétique de votre logement, vous obtiendrez également un crédit d'impôt via le dispositif MaPrimeRénov'. Mais comme toujours, il faut respecter des conditions précises, conserver les justificatifs et surtout fuir les montages douteux. Pour retrouver tous les crédits d'impôt auxquels vous pouvez prétendre, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Économie. Selon l'INSEE, les personnes à haut patrimoine payent moins d'impôts en proportion. Pourtant, le barème progressif de l'impôt sur le revenu est extrêmement désavantageux à mesure que vos revenus augmentent. Chaque euro supplémentaire est taxé de plus en plus lourdement jusqu'à atteindre 45% pour la dernière tranche, sans compter les fameux prélèvements sociaux. Le vrai secret des riches, en réalité, c'est qu'ils structurent leur patrimoine pour être imposés principalement sur le capital. Ce capital, il est taxé avec des taux forfaitaires qui sont souvent bien plus avantageux. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour appliquer ces mêmes principes. Construire son capital, c'est de toute manière le vrai objectif. Le revenu, il vous fait vivre, mais le capital,
vous rend libre. Alors autant apprendre à le construire de manière intelligente et surtout fiscalement optimale. Commençons par la bourse, le moteur de création de richesse le plus puissant de l'histoire. Pour investir en bourse, nous avons la chance en France d'avoir accès à des supports fiscalement avantageux. J'ai déjà parlé du PER, mais vous pouvez également ouvrir le fameux PEA, le plan d'épargne en action. Il vous permet de déposer jusqu'à 150 000 € et toutes vos plus-values seront exonérées d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Autrement dit, vous ne paierez que les prélèvements sociaux, soit 17,2% au lieu des fameux 30% de la flat tax. Autre bonne idée, le plan épargne salariale. Aussi appelé PEE, il vous permet de percevoir de l'argent supplémentaire, souvent sous forme de participation, d'intéressement ou d'abondement. La participation-intéressement va principalement dépendre de la rentabilité de votre entreprise. Plus elle est rentable, plus votre participation-intéressement sera élevée. Et ce n'est pas tout. Votre entreprise peut, si elle le décide, abonder vos versements jusqu'à 300%. Tout comme le PEA, vous ne payez que les prélèvements sociaux sur la plus-value au moment de la sortie, soit 17,2%. Et pour finir, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Après 8 ans de détention, vous pouvez retirer 4 600 € de plus-value sans impôt chaque année. Pour les couples, ce montant passe à 9 200 €. Au-delà de l'abattement, la fiscalité reste réduite à 7,5% plus prélèvements sociaux. L'assurance vie est également un excellent outil de transmission puisque vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire hors succession. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vient de lancer un contrat d'assurance vie chez Finari qui s'appelle Finari Life. Finari Life, c'est un contrat qu'on a co-construit avec Generali, l'un des leaders mondiaux de l'assurance, et BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs. Nos frais sont jusqu'à 3 fois moins chers que la moyenne des contrats en gestion profilée que nous avons pu observer sur plus de 500 000 membres Finari. Moins de frais, ça veut dire plus de performance pour vous et donc un patrimoine plus élevé à terme. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. La prochaine méthode pour augmenter vos revenus du capital, c'est l'immobilier, l'investissement préféré des Français. On a déjà évoqué les dispositifs qui font rêver sur le papier, mais qui dans la pratique vous laissent souvent avec un chantier interminable et un budget explosé. Alors parlons maintenant de ce qui fonctionne vraiment. Si vous vendez par exemple votre résidence principale, vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value. C'est l'exonération la plus puissante qui existe dans l'immobilier. Il existe même des cas où des propriétaires réemménagent dans un bien locatif qu'ils possèdent, en font leur résidence principale, puis la revendent sans payer d'impôt. Si vous vendez un bien à un promoteur qui construit du logement collectif, vous pouvez obtenir jusqu'à 85% d'abattement sur la plus-value. Mais attention, cette mesure va expirer fin 2025. L'immobilier, c'est l'investissement du temps long. Si vous détenez des biens immobiliers autres que votre résidence principale, par exemple un investissement locatif, une résidence secondaire ou encore un terrain, plus vous le gardez, moins vous payez d'impôts. Après 22 ans de détention, la plus-value est exonérée d'impôts. Après 30 ans, la plus-value est aussi exonérée de prélèvements sociaux. Enfin, une dernière nouveauté pour 2025, le statut du loueur meublé non professionnel, le LMNP, a changé. Jusqu'ici, le LMNP permettait de mettre en location un bien meublé, de déduire toutes les charges, d'amortir le bien et le mobilier et donc, dans bien des cas, de ne payer aucun impôt sur les loyers perçus pendant plusieurs années. Ce système reste en place, mais les règles ont changé au moment de la revente. Ici, les amortissements que vous avez déduits seront désormais réintégrés dans le calcul de la plus-value. En clair, vous paierez plus d'impôts au moment de la cession. Ça y est, si vous êtes salarié, vous avez maintenant toutes les clés en main pour optimiser votre déclaration d'impôt en 2025. À présent, c'est le tour des entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, vous avez toutes les clés pour véritablement optimiser votre fiscalité. Pourquoi ? Parce que vous avez le contrôle sur votre rémunération. C'est vous qui décidez du montant, du timing et de la forme de votre rémunération. Salaire, dividendes, frais professionnels, réinvestissement. Là où un salarié subit sa fiche de paye, vous pouvez piloter votre stratégie de revenus. Ce n'est pas une faille du système, c'est le cadre légal lui-même qui vous permet d'organiser votre activité de manière optimisée. Mais encore faut-il avoir la bonne structure. Tant que vous restez en auto-entreprise, le statut le plus simple à obtenir, vos leviers sont très limités. Pas d'amortissement, peu de frais déductibles et aucune possibilité d'optimiser votre rémunération. Le vrai jeu commence avec une SASU ou une SARL. Ces structures vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez maîtriser vos cotisations sociales, vous pouvez déduire vos frais professionnels et surtout choisir librement la répartition entre salaire et dividendes. Une partie de vos dépenses du quotidien peut désormais devenir professionnelle. Coworking, ordinateur, téléphone, voiture, formation, à une condition, que ce soit justifié par votre activité. Chaque euro de charge va venir réduire votre bénéfice imposable et donc votre impôt sur les sociétés. Une fois le bénéfice généré,
la question qui suit est comment le sortir. Et surtout, faut-il le sortir? Se verser un salaire, c'est classique, mais lourdement taxé. Verser un dividende, en revanche, évite les charges sociales et est taxé à la flat tax, aussi appelée PFU, de 30%. Si vous ne vous versez pas votre bénéfice, il n'est pas imposé à titre personnel. Vous pouvez donc le réinvestir directement via votre entreprise, dans l'immobilier, la bourse et le développement de votre activité. Tout cela a une fiscalité réduite, 15% d'IS jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. Votre capital s'accumule avec peu de frottement fiscal. Ce fonctionnement crée un véritable effet boule de neige. Plus vous faites travailler le capital à l'intérieur de votre société, plus il grossit. Plus il grossit, plus vous pouvez le réinvestir. Et si vous voulez maximiser ce que vous pouvez réinvestir, il existe un outil simple, la holding. La holding, c'est tout simplement une société qui détient d'autres sociétés. Lorsque votre société verse des dividendes à la holding, 95% des dividendes sont exonérés d'impôts. Autrement dit, sur 100 000 € reçus, seuls 5 000 € sont imposés à 25%, soit 1 250 € d'impôts. Comparons cela à un versement en direct à la flat tax. 100 000 € versés équivaudrait à 30 000 € d'impôts. Avec une holding, vous conservez 98 750 € à réinvestir. Sans holding, il vous reste seulement 70 000 €. La holding ne se limite pas à cet avantage fiscal. Elle vous permet de cloisonner vos activités, de protéger votre patrimoine et surtout de préparer votre transmission. Ici, le pacte Dutreil permet un abattement de 75% sur la valeur des titres transmis. En d'autres termes, la holding est l'outil de gestion, de développement et de transmission par excellence. Elle n'est pas réservée aux grandes fortunes. Elle est accessible à tout le monde et permet de structurer sérieusement son activité. On a vu qu'il y avait 474 niches fiscales en France. Moi, j'avais même 600 niches en tête. Okay, il y a des débats sans fin sur... Je pense que même l'administration, elle n'arrive pas à lister toutes les niches fiscales. Est-ce que ça suffit vraiment de s'expatrier pour échapper aux impôts français? Non. On dit souvent que les riches payent moins d'impôts parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de consommer tous leurs revenus. Le driver fiscal, un investissement ne peut pas être drivé par la fiscalité.